Dominant, maître, on a tendance à penser que ces deux mots veulent dire à peu près la même chose. Et pourtant, ils cachent deux visions du monde, deux philosophies de l'autorité qui sont quasi opposées. C'est vraiment la différence entre celui qui fait et celui qui est. Aujourd'hui, on va plonger dans ces nuances pour bien comprendre ce qui les sépare. Du coup, ça nous amène à une question centrale. La véritable autorité, c'est quoi au fond? Est-ce que c'est une question de force, d'action pure, ou est-ce que ça relève plutôt de la sagesse, d'un statut qu'on nous reconnaît? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors voici le plan de match. D'abord, on va poser les bases, la grande différence entre un rôle et un statut. Ensuite, on se penchera sur la figure du dominant, puis sur celle du maître. On verra aussi comment tout ça prend forme très concrètement dans le milieu BDSM, et on terminera avec une petite synthèse de ces deux philosophies. Allez, on commence par le commencement. Pour vraiment comprendre ce qui distingue un dominant d'un maître, il ne faut pas regarder ce qu'ils font, mais plutôt d'où vient leur autorité. C'est là que tout se joue. Et ce qui est fascinant, c'est que la réponse est déjà dans les mots eux-mêmes. Dominant, ça vient du verbe dominer. On est dans l'action, le processus d'exercer une influence. De l'autre côté, maître, là ça vient du latin magister, le savoir, la connaissance, et dominus, la propriété, le fait d'être seigneur. On voit tout de suite qu'on est sur deux plans complètement différents. L'action d'un côté, l'état de l'autre. Et cette image l'illustre à la perfection. D'un côté, le dominant, en mouvement, dynamique. Son autorité, c'est ce qu'il fait. De l'autre, le maître, plus posé, une figure de sagesse. Son autorité, c'est ce qu'il est. C'est vraiment toute l'opposition entre un rôle qu'on joue et un statut qu'on a. Le dominant, donc, il incarne un rôle. C'est une autorité qui est fonctionnelle, qui sert un but précis à un instant T. Elle dépend du contexte et elle peut très bien être temporaire. Ici, le pouvoir n'est pas lié à un titre, mais bien à la performance, à ce qui se passe dans l'action. Le maître, à l'inverse, il a un statut. Son autorité est reconnue, elle est stable, formelle. Ce n'est pas juste un mot qu'on lui donne, non, c'est une reconnaissance qui vient avec des responsabilités, une éthique, et qui façonne tout un style de vie. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir de plus près cette figure du dominant. On va voir que chez lui, tout est une question d'action, d'influence, d'un pouvoir qui est toujours en mouvement. Le dominant, par nature, il agit. Il va imposer, il va contrôler. Son influence peut être très forte, mais elle reste liée à une situation précise. L'emprise est là, mais elle peut manquer de fondement, comme le dit la source, parce qu'elle ne tient qu'à l'instant présent. C'est une figure qui tire son énergie de son propre pouvoir, qui a besoin de cette reconnaissance, de cette gloire, et qui cherche souvent à posséder. Cette citation, elle résume tout. Le but du dominant, c'est de soumettre. Pour ça, il impose, il contrôle, et son pouvoir est à la fois son carburant et sa récompense. On est vraiment dans une dynamique de force. Parfait. Passons maintenant au maître. Et là, attention, on change complètement de registre. On quitte l'action brute pour une autorité qui vient de la sagesse, de la compétence. Une autorité qui est reconnue, pas imposée. Le maître, lui, n'a rien à prouver. Son autorité est un fait. Elle est basée sur son savoir-faire. Il est décrit comme quelqu'un qui guide, qui est à l'écoute, qui va bâtir des ponts. Il connaît sa propre valeur, donc il n'a pas besoin de la mettre en avant, il peut même s'effacer. Son objectif final, ce n'est pas du tout la possession, c'est d'élever l'autre. Et voilà la philosophie qui s'oppose point par point à la précédente. Si l'un cherche à soumettre, le maître, lui, cherche à élever. Il va guider, enseigner, et son but ultime, c'est d'offrir la liberté. Pour lui, la vraie puissance, elle se trouve dans l'écoute et la patience. Ok, tout ça peut paraître un peu théorique, mais il y a un univers où ces distinctions sont très claires, vécues au quotidien et même structurées, c'est la communauté BDSM. C'est un excellent exemple pour voir comment cette théorie s'applique concrètement. Dans le BDSM, la différence est très nette. D'un côté, on a les relations dominant-soumis ou DS. Elles sont souvent flexibles, basées sur une discussion, une négociation qui est permanente. C'est un leadership d'exploration. De l'autre côté, les relations maître-soumis ou MS. Là, c'est beaucoup plus structuré. C'est un engagement total, souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des règles et des limites qui sont fixées dès le départ, parfois même par un contrat. Ces petites icônes résument bien la différence pratique. À gauche, pour le dominant, on a le symbole de la négociation constante et une portée souvent partielle, limitée à des scènes, des moments. À droite, pour le maître, on voit un contrat et l'horloge, 24/7. Ces symboles montrent bien une structure fixe et un engagement qui devient un mode de vie. Ce tableau, c'est la synthèse parfaite de tout ça. Regardez. La nature de la relation, c'est un rôle flexible contre un statut formel. La négociation, elle est continue d'un côté et fixée au départ de l'autre. La portée, scénique ou partielle, contre totale. L'accent est mis sur le développement mutuel pour le D/S et sur le service et l'obéissance pour le M/S. Même la formalisation se pose, orale et évolutive, contre écrite par contrat. C'est limpide, chaque ligne montre deux approches radicalement différentes.
On arrive maintenant à la conclusion. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce n'est pas qu'on a affaire à deux styles un peu différents. Non, on a affaire à deux visions du monde, deux philosophies complètes sur ce que sont le pouvoir et la relation à l'autre. Et cette phrase, elle est magnifique pour résumer notre exploration. Un par la force, l'autre par la sagesse. Dans la différence réside la noblesse. Il n'y a pas l'idée de juger, de dire que l'un est mieux que l'autre. Il y a juste la reconnaissance d'une certaine beauté, d'une noblesse, dans chacune de ces deux voies. Voilà, le point essentiel, il est là. Le but n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. C'est de comprendre que la structure, les outils et surtout l'objectif final de ces deux approches sont radicalement différents et en comprenant ça, on a de nouvelles clés pour mieux analyser toutes les formes d'autorité qu'on peut croiser. Alors, on va se quitter sur une question, une réflexion. Au-delà des étiquettes de dominant ou maître, et bien au-delà de ce contexte précis, quelle forme d'autorité, quelle forme d'influence est-ce qu'on choisit d'incarner dans nos vies? Et quelle est celle qu'on choisit de reconnaître chez les autres? C'est une question personnelle, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette analyse.